Bonjour tout le monde. Bonjour Jimmy. Vous avez la forme? Ouais. Bon, bah c'est top. Ravi de vous retrouver. 9h du matin, jeudi, on redémarre bien. À 9h02, on va être surmotivé. On accueille Julien de la BACA aujourd'hui. Bonjour Julien. Pour discuter. Bonjour Fabien. Bon, c'est parti. On est 1 heure ensemble pour démarrer la journée sur un sujet qui concerne tout le monde, de nos structures aux usagers, aux habitants, etc., qui concerne beaucoup d'acteurs sur les territoires et au-delà de nos territoires, donc au cœur de sujets de décloisonnement de nos rôles en tant qu'OGD, en acteur du cadre de vie du vie local, et donc Office de tourisme et de la mobilité. Alors on va juste checker, tout le monde avait prévu de venir à cet atelier. C'est le moment de changer sinon. Non, c'est bon, ok. Donc je vais être l'heureux animateur pendant 1 heure de nos échanges. Julien va être à la présentation. Ça va structurer en 2 temps. Un temps justement de présentation pour se mettre dans le contexte, tout ce qu'a à nous raconter Julien sur le sujet, qui enchaînera avec une conférence table ronde tout à l'heure en plénière, et on a laissé la place bien sûr à un moment d'échange avec vous, de vos expériences, de vos questionnements, de voir comment on met les choses en place, puisqu'on a voulu un temps assez pratico-pratique aussi, pour repartir aussi avec une checklist pour vous de quelques éléments à se questionner ou à faire, qu'on reparte avec de la matière. Julien, pour démarrer, tu peux juste nous dire qui tu es, comment tu es venu et comment tu as fait ton dernier kilomètre aussi, s'il te plaît. Merci, la question piège. Qui je suis? Alors moi je suis Julien, je suis consultant, j'ai bossé 10 ans en collectivité, plutôt en Nouvelle-Aquitaine, cabinet du président avant de partir pour monter ma boîte sur la question des transports. Je vous en parlerai un tout petit peu plus juste après. Comment je suis venu? Gros choix compliqué jusqu'à hier soir, pour être très honnête, parce que je dois récupérer mon petit à 18h ce soir à Bayonne. J'ai évoqué la question du train, 37 € aller-retour, en première, intercité, je tout regardais. Réservé par Trendline, etc. Tout était plutôt bon, mais les horaires collaient pas. J'ai pris un deuxième choix, on en parlera parce que c'est intéressant. Voiture hybride rechargeable via autoroute, 47% de mon trajet en électrique, le reste en thermique, et j'ai fini au parking relais de Pau, 4,7 km à vélo, mon vélo est garé dans le vestiaire. Et ça, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, intermodalité voiture-vélo. Donc je l'ai fait ce matin, ça marche très bien, et en plus j'ai pris l'air, j'ai utilisé les pistes cyclables de Pau, donc c'est plutôt cool. La prochaine fois, j'essaierai, comme j'avais fait la fois d'avant, de venir en train, mais là ça collait pas. Mais c'est un sujet sur lequel on reviendra pendant toute la journée, comment est-ce qu'on arrive à mettre des modes, les articuler pour essayer d'avoir des déplacements qui sont un peu vertueux. Voilà, donc j'ai pas été parfait, mais il y avait déjà une bonne réflexion. Tu as surtout trouvé où stocker ton vélo une fois arrivé. On y reviendra aussi dans la conférence. Mais en tout cas, ce petit parcours nous met dans le bain introductif. Je te laisse direct enchaîner, Julien, parce que tu as prévu aussi une introduction, que tu expliques un petit peu toute la démarche. Et puis, prenez note, écrivez vos petites questions et on prend un bon temps sur ça, sur la deuxième partie de l'atelier. Merci. J'ai très chaud. C'est pour ça que j'ai déjà enlevé 2 couches. Je peux pas aller plus loin, donc je vous préviens. Si je transpire, c'est la dernière étape. Je pense que vous êtes un peu pareil, donc je vais essayer de vous raconter quelques éléments intéressants sur les offices de tourisme. Alors juste, je vous l'ai dit, moi j'ai ma boîte de consulting, enfin mon cabinet de consultant. Il y a 2 éléments qui sont importants pour moi, c'est que j'essaye d'aller un peu partout et de tester les choses avant d'en parler. Donc je me déplace énormément, donc ça me permet de savoir comment on se déplace déjà, est-ce qu'il y a des solutions pour se déplacer qui sont intéressantes, et c'est au fur et à mesure de toutes mes missions que je me suis dit le sujet du tourisme est quand même important, parce que je me retrouvais comme quelqu'un en mode déplacement business, on va dire, d'où le fait que voilà, je prête mes yeux, c'est mon logo d'ailleurs, et si vous avez envie de lire des trucs, bah, j'écris pas mal quand j'ai le temps, alors en ce moment j'en ai pas du tout, donc j'écris moins, mais j'écris. Une fois que ça c'est dit, introduction, un truc important. Alors vous allez vous dire, on commence par un schéma qui est compliqué, etc. C'est juste pour rappeler 2-3 éléments qui sont à mon sens assez primordiaux. Pourquoi la mobilité est omniprésente sur l'expérience touristique, de loisir, du visiteur, peu importe comment on le dit? Parce que elle est présente à peu près à toutes les étapes. Au moment où on planifie, on est chez soi, c'est facile devant l'ordi. Là, c'est pas quelque chose de trop stressant, on n'a pas trop chaud encore.
Ensuite, on commence à se déplacer, c'est le voyage. Et là, finalement, que ce soit même sur un déplacement qui fait 10 km, où le dernier kilomètre fait 1000 mètres, ou sur un déplacement qui va faire 3000 km long courrier, on aura aussi la logique du dernier kilomètre. On a un petit peu un séquençage entre ce début de trajet, cette fin de trajet. Et là, on interroge des modes différents, l'avion, le car, le train, etc. Et des interfaces pour nous amener vers la destination, où là aussi, on va changer de mode, on va arriver dans des aéroports, dans des gares, etc. etc. Et enfin, on va se retrouver sur site. Et là aussi, il y a encore des enjeux de mobilité, c'est-à-dire comment on se déplace sur site. Je vous le disais, c'est pour ça que j'insiste un peu ce matin, mais par exemple, arriver en voiture dans un endroit et finir en vélo, bah, c'est pas toujours facile. Parce que quand vous vous garez dans un parking Indigo, autant vous dire que vous avez une barrière pour sortir et que vous n'êtes pas là pour faire du vélo, en fait, alors que ça devrait être un enjeu important. On en parlera plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois sur site, vous avez tout un tas de modes de déplacement qui sont disponibles et ça devient plutôt cool. Les besoins du visiteur, c'est quoi? Avant le voyage, visualiser, etc., combiner. Pendant le voyage, comprendre, être rassuré, avoir quelque chose de simple, de rapide, parce qu'on est déjà en mobilité et on est un peu stressé, des fois. Et puis alors, moi en ce moment, je voyage avec un enfant de 3 ans, donc je pense que Jean-Baptiste est concerné aussi. Il y a un stress supplémentaire, très clairement. Et là, en fait, la sensibilité au signal prix, elle est plutôt faible. C'est-à-dire que des fois, on se dit, bah, tant pis, je prends un taxi parce qu'au moins, je suis peinard. Une fois qu'on est sur site, on a envie d'avoir accès à de la diversité. La sensibilité au signal prix, elle est plutôt moyenne parce qu'on a plein d'options et on a le temps, on a envie de faire plein de choses. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'étapes, il y a plein de modes, il y a plein de besoins. Et ensuite, il y a des leviers pour la collectivité. C'est là où ça devient intéressant. Les leviers pour la collectivité sur la planification, ils sont plutôt moyens. Sur la longue distance, ils sont plutôt faibles. C'est-à-dire que on est tous là pour dire, on va en parler ce soir ou même tout à l'heure dans la plénière, il ne faut pas que les gens arrivent en avion, mais en tant que collectivité, notre levier pour faire évoluer ça, il est un petit peu limité, même si on pourrait faire des politiques nationales là-dessus. Par contre, à partir du moment où on arrive ici, c'est-à-dire les gares, les aéroports, le parking, etc., enfin l'interface, le moment où on bascule, là, on peut faire des trucs qui sont vraiment intéressants. Et finalement, l'office de tourisme, il arrive juste un peu après. D'ailleurs, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait qu'il soit là ou pas, mais il arrive un petit peu après. Et lui aussi, à partir de là, on peut faire des choses. Et on peut influer les modes de déplacement et la manière de se déplacer. D'où le fait que je voulais vous en parler, vous amener ça en termes, encore une fois, d'introduction qui me semblait assez importante. À chaque fois, je reviens en arrière. Ouais, c'est bon. Autre élément qui est très important, c'est que vous avez dû le voir, se déplacer, ça reste quand même quelque chose de complexe. Pourquoi? Parce que les offres de déplacement sont de plus en plus nombreuses. Certaines sont publiques, certaines sont privées, certaines sont un peu entre les deux. Et en termes de signalétique, en termes de tarification, en termes d'accès, ça reste quand même quelque chose de pas facile. Ce qu'on pourrait penser, c'est que ça aura même tendance à se complexifier avec les années qui arrivent parce que les modes de déplacement se multiplient, se diversifient. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que le problème qu'on a, c'est qu'on a encore des manières d'appréhender ces sujets qui sont cloisonnés. Le deuxième sujet, j'ai cité d'ailleurs rédigé par Jean-Baptiste Soubagnet, donc grosse source, c'est que le rapport à la distance, au rythme et aussi à la question des frontières évolue. Donc le tourisme, c'est plus vraiment comme avant. Le Covid a fondamentalement fait changer les choses, mais pas que. Il y a des nouvelles manières de voir son tourisme, de visiter, d'accès de loisirs qui sont assez différentes. Et donc forcément, c'est un impact considérable sur la manière de se déplacer, sur les modes qu'on va utiliser. Et du coup, ça nous amène à la question des offices de tourisme. Parce que je vous l'ai dit, déjà en termes de positionnement spatial, dans le moment du déplacement et dans les différents phasages, c'est important. Et l'autre élément, c'est que, à mon sens, et moi je viens du transport, donc je vais peut-être vous raconter plein de bêtises, mais je vais vous donner une vision du transport de l'office de tourisme. L'office de tourisme a un rôle absolument énorme pour réhumaniser l'information, parce qu'on est en train de tout digitaliser, mais l'idée c'est de voir comment est-ce que cette OT peut évoluer pour améliorer l'information sur les transports. Donc, moi ce dont je voudrais vous parler, c'est 3 choses. La première, il y a 3 segments, 3 actions qui me paraissent fondamentales, non pas pour changer les OT et pour les transformer, mais pour regarder comment elles pourraient s'inscrire dans cette logique où on a besoin d'informer sur la mobilité. Premier sujet, c'est former. Évidemment, et il est très clair que si on n'arrive pas à former les agents des offices de tourisme vers ces évolutions-là, ça ne marchera pas. Donc en fait, si on ne le fait pas, on arrête tout de suite. Et c'est même pas la peine d'enclencher les 2 sujets d'après. Si on y arrive, par contre, on peut aller sur le deuxième sujet qui est décloisonné. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu une approche par mode de déplacement, une approche par public, une approche par profil, etc. Et ça, il faut le faire casser, enfin, il faut l'exploser.
Et enfin, il y a la question de designer. Designer, c'est pas que des espaces, ça peut être aussi designer des services. Et là aussi, vous verrez qu'il y a un lien avec le fait de décloisonner également. Donc, ce que je vous propose, c'est dans la demi-heure qui suit, un petit peu moins même, je vais vous parler de ces 3 sujets, former, décloisonner, designer. Je vais vous donner pas mal d'exemples. Donc, c'est plutôt des ingrédients. Donc, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, sachez qu'une fois que j'aurai fait cette présentation, je vais venir vous poser des questions. Donc, je vais vous demander quel est votre point de vue sur ce que je vous ai raconté, comment vous vous positionnez, quels sont les freins, les leviers, etc. Donc, je vous conseille d'écouter un tout petit peu. Premier sujet dans la partie former, c'est le fait de sensibiliser. C'est-à-dire qu'avant de former les gens, avant de leur dire comment fonctionne une ligne d'autocar, comment est-ce qu'on vend des titres dématérialisés, etc., il faut peut-être d'abord parler du sujet de base, c'est-à-dire les enjeux de mobilité. Ils ne sont pas forcément connus de tous. On ne sait pas exactement ce que ça signifie se déplacer en lien avec le tourisme. Il y a des choses très intéressantes de l'ADEME, donc c'est pour ça que j'ai cité ce document à droite. Pas que, il y a plein d'éléments qui permettent de sensibiliser, mais c'est vraiment la première étape et c'est le premier sujet. Et c'est un peu ce que je vous ai dit juste avant, en quoi la mobilité est très impactante sur le tourisme, en quoi le tourisme est très impactant sur la mobilité, que ça soit environnementalement parlant ou même sur l'évolution des pratiques. Le deuxième élément dans la sensibilisation qui est extrêmement important, c'est le fait de sensibiliser aux enjeux du digital. Pourquoi ? Parce que les transports et la mobilité est un des secteurs, notamment, et c'est lié à la question de l'open data, qui a été un des premiers concernés par les applications, que ce soit les applications de guidage, de géolocalisation, de déverrouillage d'un mode de déplacement, etc. Et comme je vous le disais, tout ça est lié à cette multiplication des offres. Si on comprend la mobilité mais qu'on ne comprend pas tout l'écosystème digital qui va autour, ça ne fonctionnera pas non plus parce que les deux sont intimement liés. Vous voulez louer une trottinette dans une ville aujourd'hui, vous passez par le digital. Vous voulez prendre une voiture en autopartage, vous passez par le digital. Vous voulez avoir un abonnement à un parking, vous passez par le digital. Donc c'est hyper important de se dire, on connaît les enjeux liés à la mobilité elle-même, mais on connaît aussi les enjeux et du coup les solutions aussi qui sont présentes, qui sont liées au digital. Évidemment, et sinon ça serait trop simple, il y a plein d'offres de déplacement, mais il y a aussi plein de solutions digitales pour des fois les mêmes offres. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre et il faut être sensibilisé à ça. Et donc sensibiliser les équipes. Moi, un truc auquel je crois énormément aussi, c'est les learning expéditions, c'est le fait de dire, ok, le plus simple pour ça, c'est pas de faire des cours en PowerPoint, c'est ce que je fais ce matin. Moi, j'aurais vachement préféré vous amener avec mon vélo, passer à l'office de tourisme, se déplacer dans Pau, etc., comme des touristes, et c'est ça qui parle le plus. On a pu faire ça pendant 1 heure, bon c'est compliqué à caler, peut-être qu'on y arrivera d'ailleurs à ce genre de format. Là j'ai repris un exemple bruxellois, Mobility Visit, c'est fait par des camarades d'une boîte qui s'appelle Espace Mobilité. Ce qui est génial, c'est qu'ils organisent des sessions, ça peut être pour les entreprises, etc. ou autres, pour expliquer comment ça marche. Donc là il y a des parcours initiatiques où on va utiliser plusieurs modes de déplacement, on va faire de l'intermodalité, on va acheter un titre, on va déverrouiller une voiture, on va prendre une trottinette, etc. Il n'y a pas meilleur enseignement que ça pour comprendre. Comment quelqu'un dans un office de tourisme peut renseigner sur les modes de déplacement s'il ne les a pas utilisés lui-même? Parce que c'est comme ça qu'on arrive à voir quels sont les blocages et les complexités, ou même les astuces, et c'est là que ça devient très intéressant. Une fois qu'on a sensibilisé, la question c'est former. Comment tout ça, ça fonctionne? Ah, bonjour Anaïs. Comment tout ça, ça fonctionne? C'est très important. Là, j'ai pris un exemple qui est Porto, qui a encore eu, je ne sais pas quel prix, il y a quelques semaines. Meilleure destination européenne, je crois juste ça au monde, ou européenne, je ne sais plus exactement. C'est une ville où il y a beaucoup de modes de déplacement, et où par exemple, cette offre qui est au milieu, que j'adore, la ligne 500, c'est une ligne de transport public tout à fait classique. C'est un bus impérial, mais qui va vous permettre de remonter jusqu'aux plages de Porto. Ne vous ébaignez pas, il fait très froid. Enfin, ça dépend, vous pouvez aimer si vous êtes breton, mais... Et cette offre de transport public, par exemple, pas grand monde ne sait, même d'ailleurs à l'office de tourisme, quand on leur demande, qu'elle est accessible avec un titre de transport à 1,90 €, qui est en fait le titre de transport de tout le réseau de transport public. C'est pas une offre comme le tramway à côté qui va vous coûter 6 ou 12 € aller-retour. Mais parce qu'en fait, les gens de l'office de tourisme ne sont pas vraiment au courant. En réalité, c'est ça qui est assez rigolo, que cette offre-là est en réalité une offre du réseau de transport public, mais qui permet d'accéder à plein de points d'intérêt touristique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les agents des offices de tourisme soient vraiment formés sur la diversité de l'offre présente sur place. Et ça, c'est un taf qui est très important parce qu'on ne peut pas faire une formation générique là-dessus. C'est-à-dire que chaque territoire a son offre, a ses spécificités, va avoir un téléphérique, va avoir un bus impérial, va avoir du bateau, etc., etc. Et là, il faut réussir
à monter des troncs communs de formation, mais ensuite à s'adapter à chaque territoire. Donc ça, c'est un vrai taf pour ADN, pour les CRT, pour tout ce qu'on veut, hein, pour la MONA, qu'il va falloir réussir à créer pour former. Deuxième élément, et c'est ça que moi je trouve intéressant aussi, je reste assez persuadé qu'il est possible de mobiliser les agents alors j'aime pas le terme agent, mais les gens des OT, je ne sais pas comment on pourrait le dire, parce que le terme agent est quand même, je trouve, très péjoratif. Une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionnait et qu'ils connaissent ces offres-là, soit parce qu'ils ont été formés dessus, ils les ont testés, etc., eux aussi peuvent même être en capacité de générer, de produire des choses. Ça, c'est de la carto, mais la carto, c'est très, très, très important. J'ai pris l'exemple du Senience, j'y vais demain, d'ailleurs, matin. Senience, c'est extrêmement intéressant. Ils ont fait un gros travail sur OpenStreetMap de cartographie, c'est eux qui l'ont fait. Et c'est eux qui ont généré une base de données qui est assez incroyable, qui a été énormément utilisée pendant le Covid, notamment, qui est un mix entre du tourisme, mais aussi de l'aide aux habitants. Pourquoi j'en parle? Parce que ce travail-là peut être fait par les personnes des offices de tourisme à partir du moment où ils maîtrisent les différentes solutions digitales, les offres de transport présentes sur le territoire. Et c'est une manière de présenter les choses. C'est un outil, en fait. On peut produire des outils à part entière. Et j'y crois énormément. Et une fois que c'est fait, ça fonctionne. Il y a juste besoin de l'améliorer régulièrement. Mais c'est un outil que vous avez créé. Ça reste. En plus, c'est un outil c'est un commun, c'est ouvert. Donc ça, c'est assez génial. Le deuxième élément, j'ai pris un autre exemple. Je suis revenu sur Bruxelles parce que j'adore vraiment ce qu'ils font et je vous encourage vraiment à les regarder. C'est le fait de produire des guides. Là, par exemple, c'est lié à un truc dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle le Bruxelles Mobility Store. C'est le fait de dire, pour chaque offre qui est présente sur le territoire, on va faire, c'est pas grand-chose, un petit recto verso en PDF. On va expliquer comment ça marche, où est-ce que c'est accessible, avoir un lien, etc. etc. Mais vraiment, le minimum vital dont on a besoin pour se servir de chaque offre, de chaque application, etc. Ce minimum vital auquel souvent on n'a pas accès. Et ça, c'est très intéressant parce que là aussi, je pense que les personnes qui bossent dans les OT sont, une fois qu'elles ont compris comment ça fonctionnait et qu'elles ont été formées, en capacité de créer ça, de le mettre à disposition soit sur le site, on en parlera, je crois, dans la journée, c'est le site internet, pourquoi c'est juste comment je viens ici, à chaque fois, c'est pas terrible, on doit aller chercher l'info. Mais déjà, ces informations-là, elles peuvent donner vraiment un niveau de granularité qui est beaucoup plus important. Donc encore une fois, il y a cette capacité à être formé, mais derrière, on n'est pas formé pour rien, on est formé pour enseigner les gens, et potentiellement, on est formé pour produire soi-même des choses, du contenu, des ressources, qui vont être utilisées à terme. Si on va plus loin, on essaiera de regarder la vidéo si on a le temps tout à l'heure, elle fait 40 secondes, mais elle est géniale, puis elle va vous mettre en joie pour toute la journée. C'est Transport for London, c'est l'autorité de transport de Londres. Moi j'adore prendre cet exemple. Bon, Anaïs me dira que je ne parle jamais d'exemples non urbains, mais c'est pas grave, celui-là il est vraiment urbain pour le coup. Ce qui est très intéressant à Londres, c'est un exemple parmi d'autres, c'est qu'il y a des trajets qui ont été créés, qui se sont collés sur les lignes de bus. Donc là, par exemple, à droite, c'est la ligne de bus numéro 35, et on a mappé en fait tous les points d'intérêt touristique qui étaient sur la ligne 35. Mais on l'a fait de manière assez sympa, de manière assez divertissante, qui parle à tout le monde, qui est plutôt universelle, même un Français qui ne comprend pas l'anglais arrive à comprendre à peu près ce qu'il y a. Et ils ont fait ça sur une 50aine de lignes de bus. Donc là aussi, c'est intéressant, et ça a été fait par les OT. Et ça a été monté parce qu'encore une fois, il y a cette connaissance d'un côté de l'offre qui existe, et les OT connaissent les POI qui peuvent être liés à ces offres. Donc, encore une fois, au-delà de former juste pour enseigner, moi je reste assez persuadé qu'on peut capitaliser sur ces formations-là pour aller plus loin et pour même produire des contenus. Ces contenus, ils sont potentiellement digitaux, ils sont aussi juste physiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on peut très bien imprimer des choses, afficher des choses dans un OT, ça fonctionne très bien. Le plan n'est clairement pas mort. Dernier élément avant de passer au décloisonnage, on va casser les murs, c'est présenter les offres. Alors ne vous crispez pas, ça c'est le Bruxelles Mobility Store. C'était quoi l'idée de ce truc-là? C'était pas un office de tourisme, c'était un lieu dans lequel on avait une information ouverte à tous, que ce soit pour des visiteurs ou des habitants de Bruxelles, sur toutes les offres de transport qui existaient sur Bruxelles Région. Donc c'est quand même une région assez grande. Donc il y avait des gens qui renseignaient sur les applications, sur les offres touristiques, sur plein de choses. Et il y avait des choses à disposition, des vélos, des trottinettes, des voitures. Et on vous expliquait comment ça marchait. Donc là, il y avait aussi un rôle de sensibilisation, un petit peu éducatif. Alors il faut avoir le temps de le faire, il faut avoir les infrastructures, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être une des évolutions des offices de tourisme sur ce sujet. Tu veux mon micro ? C'est bon. Petite question en rebondissant ça, est-ce que tu as connaissance de lieux qui servent de test, d'expérimentation de produits? En gros, un deal entre un lieu de mobilité ou tourisme et mobilité et une entreprise qui vient faire tester du matos
Est-ce que ça existe? C'est assez rare, moi j'en connais pas en France, j'ai quelques exemples à l'étranger, alors notamment à Londres, ils ont un super partenariat avec Brompton, ben, c'est mon vélo, donc je fais un peu de pub, avec des casiers en fait qui sont mis à disposition, avec des vélos à l'intérieur, des vélos pliants qu'on réserve la veille, et en fait ils ont des deals avec n'importe qui, c'est-à-dire que ça peut être une ville, ça peut être un promoteur immobilier, et il y a des offices de tourisme qui ont fait des partenariats, et en gros devant l'office de tourisme, il y a un espèce de rack avec 20 vélos disponibles en réservation via un outil digital, et les gens partent avec ces vélos pour la journée et les ramènent le soir. Et la station, le rack a été mis vraiment à l'office de tourisme. L'installation a été financée par l'office de tourisme, mais l'exploitation est financée entre guillemets par Brompton qui essaie d'avoir des recettes qui équilibrent. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que l'office de tourisme ne fait rien, le système est autonome, d'ailleurs il est autonome énergétiquement aussi, et ils n'interviennent pas, c'est-à-dire que les gens prennent leur vélo, le remettent, etc. Et il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui aide. Après, il y a quelques partenariats sur des petites flottes de vélos. Moi, j'en avais vu dans le Nord. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cet office de tourisme, mais il y avait un partenariat qui avait été créé. Je sais que Decathlon est en train de bosser là-dessus. Il y a des choses qui vont émerger progressivement. Et là, il y a tous les opérateurs de trottinettes qui sont en train de taquiner un peu les OT aussi pour mettre à disposition des trottes. Donc ça arrive progressivement. Je vois l'heure tourner, donc on va avancer sur décloisonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses. Il y a un vrai besoin de décloisonner ce qu'on dit, alors moi dans mon jargon, l'approche modale, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, péter les limites entre le vélo de courte distance, de moyenne distance, de longue distance, la trottinette, le machin, etc. Et la manière de voir tous ces objets-là. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on considérait qu'une station de vélo en libre-service, c'était une grosse station, un rack, ça coûte 23 000 € à installer en moyenne en France, avec une borne où on prend son vélo, machin, etc., le truc à la Vélib. Aujourd'hui, ça évolue. Ça, c'est un exemple français, c'est 15. C'est des petites bornes qui sont très faciles à installer, qui sont quasi autonomes en électricité, avec des vélos qui sont 100% électriques. Et ça, vous pouvez le déployer à peu près partout. Ça coûte 6 000 € et derrière, c'est géré par un effet recette-exploitation. Pourquoi je vous le montre? Parce que c'est une manière de décloisonner aussi l'approche du vélo. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un gros système de VLS déployé dans une ville. Ça, c'est Landerneau, me semble-t-il, de mémoire. C'est pas une grosse ville, Landerneau, mais ils ont déployé ce système-là et c'est facile d'en mettre devant un OT. C'est un système qui est autonome. Vous n'avez pas besoin du personnel de l'OT pour aller l'utiliser. Par contre, ça vous permet d'avoir à disposition une offre de VLS électrique qui est plutôt très intéressante et ça se multiplie assez facilement. Vous en avez mis 6, ça marche, vous en rajoutez 6. Je crois que sur cette version-là, ça peut aller, ce docking-là, il peut aller jusqu'à 12. Mais après, vous pouvez aller sur des versions plus nombreuses. Deuxième sujet, la trottinette. Alors, sujet de grosse friction parce que certains les détestent. J'avoue que je les aime pas trop, pour être honnête. Mais la trottinette, c'est un vrai moyen de déplacement universel. Donc là aussi, il faut casser les barrières. Il faut que le tourisme et la trottinette se rencontrent. Découvrir une ville en trottinette électrique, c'est vraiment cool. C'est universel dans le sens où vous aurez la même trottinette à Porto, à Bordeaux, même, vous allez me dire, mais c'est que des grosses villes. Non, non, dans le Tarn, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Castres, il y a des trottinettes aussi électriques. Je crois que c'est Lime qui les exploite. C'est un mode de déplacement comme un autre. Il n'y a pas que des gens qui les utilisent mal, qui les laissent sur les trottoirs, etc. Ce n'est pas vrai. Et c'est un mode de déplacement qui est facile à utiliser pour se rendre sur certains lieux touristiques, qui vous permet d'aller plus vite qu'à pied, et qui permet aussi de répondre à certains besoins quand il n'y a pas d'offre de vélo. Donc, je le redis souvent, encore une fois, hein, je me force parce que j'aime pas trop ça, mais ça fonctionne vraiment très bien. Il y a toute l'offre associée. C'est-à-dire que, là je suis un peu sur le vélo, on va voir, hein, je ne vais pas parler que de ça, mais on peut faire des choses qui sont assez simples. C'est un programme qui est à Pontcharrac, je crois que c'est en Bretagne, me semble-t-il, de tête. L'idée c'est quoi? Je vous ai pris quelques exemples comme ça, mais on est aussi en capacité de mettre des stations qui vont vous permettre de recharger des vélos, de recharger des trottinettes qui sont quand même assez universelles. On peut mettre en place des casiers sécurisés. Alors là, je parlais de l'exemple de Brompton tout à l'heure, qui est un exemple privé, mais ça peut être des systèmes très universels. Des stations de réparation, des points d'eau, etc. En tout cas, fournir des services qui, en règle générale, sont plutôt fournis par des autorités de transport. Demain, ça peut très bien être un office de tourisme qui va fournir ce genre de service, ou en tout cas qui va être en capacité de le mettre à disposition à proximité de son lieu. J'adore cette phrase à gauche. Alors, je ne me rappelle plus quel est l'OT, mais je crois que c'était Admas, justement. Le mec, ils disent moi, je ne suis pas la SNCF, je ne suis pas Flixbus, je ne vends pas tous ces trucs-là. Ok, au moins, ça a le mérite d'être clair, ce que je trouve intéressant. Parce que souvent, effectivement, on va vous demander est-ce que vous vendez du Flixbus, est-ce que vous vendez du Blablacar, est-ce que vous vendez du TER, est-ce que machin. Et là, les agents des offices de tourisme ils disent non, non, t'es gentil, c'est pas mon job.
En plus, ça ne me rapporte pas tant que ça, donc m'emmerdez pas. Certes, la vraie question derrière, c'est vers quoi on renvoie. Et là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire que la question du titre de transport, elle est très importante. C'est pas forcément l'idée que les OT doivent les vendre. Par contre, ils doivent être en capacité de renvoyer vers des services de vente, de connaître ces services de vente, soit de mettre du QR code très simplement, mais c'est basique, on se débarrasse des gens, soit de les amener vers les applications, l'application locale, etc., qui permet de l'acheter. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous ne connaissez pas l'offre à disposition et que vous ne connaissez pas les systèmes digitaux, les canaux de vente de ces dispositifs-là, ben, ce panneau-là, vous allez le mettre. Par contre, derrière, la discussion est close. Alors que si vous connaissez tout ça, vous êtes en capacité de dire « je ne fais pas ça, ce n'est pas mon job », mais par contre, vous proposez une alternative. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir se positionner. Et encore une fois, moi, je préfère une position claire comme celle-là, s'il y a une alternative derrière, que le fait d'être dans le flou, de ne pas savoir ce qui est vendu sur place. Donc, c'est un exemple que je trouvais particulièrement éclairant. Deuxième élément, ça, c'est les Pays-Bas. Là, on décloisonne complètement, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'un OT est en mesure d'aller fournir des services liés aux accessoires? Est-ce que, par exemple, on va vendre des sonnettes, des gourdes, des casques, des sacoches à vélo, etc., etc. Là, je ne suis pas dans la location, hein, je suis même dans la vente. Est-ce que potentiellement, on peut associer à un OT un endroit où on va réparer des vélos? Ça peut être une entreprise privée qui le fait, mais c'est quelque chose d'intéressant. Dans 70% des gares aux Pays-Bas, il y a un système qui s'appelle Fits and Services. L'idée, c'est que vous pouvez réparer votre vélo, enfin faire réparer votre vélo pendant que vous prenez le train et que vous faites votre trajet pendant la journée. Vous pouvez acheter des accessoires, des chambres à air, etc. Tout est vendu sur place à des prix en plus qui sont plutôt intéressants parce qu'ils sont négociés. Et donc les gens qui utilisent du vélo, c'est souvent des gens qui ont besoin de ces choses-là. Par exemple, vous avez crevé, vous avez la lampe qui ne fonctionne plus, etc., etc. Donc là aussi, dans l'aspect décloisonné, comment un OT peut se mettre dans cette position de vraiment rendre des services. Et là, je parle notamment des cyclistes qui fonctionnent bien. Ça, c'est un de mes dadas, j'en parle tout le temps. C'est le Coffee Hub à Édimbourg. Et là aussi, c'est intéressant, c'est de se dire l'office de tourisme est autre chose. D'ailleurs, ce n'est pas un office de tourisme. À la base, c'est l'opérateur de transport qui s'appelle Lothian Buses qui a monté un lieu où ils vendaient des titres. Et là, ils se sont dit, les lieux où on vend des titres de transport, en général, ou comme les agences de mobilité, c'est pas hyper sexe, quoi. On n'a pas vraiment envie d'aller là-dedans. Ils sont en plein centre-ville, ils se sont dit, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va y faire un café. C'est plutôt sympa, parce qu'en plus, si on a besoin d'attendre qu'il y a la queue et qu'il y a une demi-heure de queue pour acheter un titre, ou un abonnement, on peut prendre un café. Et ils ont poussé le truc en disant, on va y faire aussi un espace d'attente pour les gens qui prennent la navette pour l'aéroport. Pourquoi? Et là, c'est très intéressant. Quand vous arrivez de l'aéroport, que vous allez vers le centre-ville, c'est assez normalement confortable. Vous êtes dans l'aéroport, vous trouvez votre bus et vous partez. En règle générale, dans l'autre sens, quand vous partez d'un centre-ville, que vous allez vers l'aéroport avec un bus, dans le meilleur des cas, vous avez un abribus. En règle générale, vous avez un vieux poteau dégueulasse où il y a une espèce d'autocollant marqué dessus en marquant navette express. L'exemple de Bordeaux est particulièrement intéressant là-dessus, je trouve. Et là, ils ont dit c'est l'inverse. Les gens qui acceptent, qui font l'effort de prendre le bus jusqu'à l'aéroport, bon, après, c'est pas bien, ils prennent l'avion, on est d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure, là-dessus, on n'a pas encore beaucoup de levier. Mais par contre, déjà, le trajet aéroport-centre-ville, qui est un gros trajet très important, les gens, ils font l'effort de prendre un bus. On va leur offrir des conditions qui leur permettent de le faire. Donc, il y a un petit espace pour que les gens attendent leur bus. Le bus passe devant. Ils ont les horaires du bus qui arrivent en temps réel. Et une fois que le bus arrive, ils finissent leur café, ils montent dans le bus. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a une approche qui est d'abord la vente, qui était juste, on est un canal de vente, qui est devenu, on est un espace de restauration, et qui est devenu aussi, on est un espace d'attente. Donc là, c'est aussi la logique de décloisonner un peu l'approche et de se dire, que pourraient être ces espaces demain? Il y a un espace pour les enfants aussi. Encore une fois, je le dis, moi j'en ai un de 3 ans. L'espace pour les enfants est très important pendant qu'on boit un café. Ça, j'en parle pas beaucoup parce que la Star qui est à côté en avait parlé, avait fait une étude, je crois, là-dessus. Mais la question de l'office de tourisme mobile, c'est un sujet que vous connaissez tous ici, mais elle est vachement importante. La question maintenant, moi, que je me pose, c'est où les mettre? Et par exemple, il y a un gros sujet, c'est que les gens qui utilisent les véloroutes pour faire de la longue traîne, donc des trajets de longue distance qui tracent, etc., on a du mal à les faire sortir pour les faire rentrer dans les villes. C'est un gros sujet sur la cyclo et le tourisme. Peut-être qu'en mettant ce genre d'OT aux jonctions où on peut rentrer dans les villes sur une vélodyssée pour aller à Bordeaux par exemple, c'est un support intéressant pour essayer d'amener des cyclistes qui dépensent beaucoup d'argent, rappelons-le,
à rentrer dans les villes. Donc c'est un exemple comme un autre, il peut y avoir les gares, etc. Mais je trouve que dans la logique de l'office de tourisme mobile, il y a un sujet qu'on pousse des fois pas assez, qui est le sujet de où on le fait et à quel public on va s'adresser. Alors là, je l'ai dit, je le mets de manière un peu violente, mais je dis le QR code est votre meilleur allié. Oui, c'est-à-dire que moi, mon objectif dans ce que je vous dis, c'est de ne pas charger la mule des OT et des agents des OT. Ce n'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de dire comment est-ce qu'ils peuvent être relais d'une connaissance et de renvoyer vers d'autres dispositifs. Le QR code, maintenant qu'il est natif sur les téléphones, ce n'était pas le cas avant, il faut en foutre partout. Enfin, très honnêtement. Ça, j'ai une mission au Maroc en ce moment. Quand on monte dans le tramway au Maroc, il y a certains endroits où il y a marqué « Scannez votre titre, etc. » machin, en français. Sinon, il y a une grande partie, c'est qu'en arabe, on capte que dalle. Enfin, moi, je ne le parle pas en tout cas. Le QR code m'aide beaucoup. Quand vous êtes dans des hôtels à gauche, vous avez envie d'avoir le WhatsApp, un truc pour le resto le soir, machin, etc. Le QR code répond vraiment à ça. Vous avez quelqu'un qui vous pose la question sur le Flixbus, on parlait tout à l'heure, où est-ce que c'est vendu, comment ça marche, etc. Solution QR code. Votre QR code, s'il marche, qu'il est bien fait, ça renvoie directement vers l'offre, vous vous en débarrassez. Mais vous le faites bien, proprement. Exemple pour le vélo. Vous avez Loupi chez vous, GeoVélo, QR code, ok, on n'a pas de plan, tu vas sur GeoVélo et tu as ta solution. Donc, abusez du QR code, très honnêtement, parce que c'est le meilleur relais entre le physique et le numérique. Et pour un OT, par moment, une fois que vous avez eu pendant 45 minutes la même personne qui vous demande comment on fait du vélo dans sa commune, si vous arrivez à vous en débarrasser, vous êtes quand même content. Bah là, c'est un peu pareil, hein. Les solutions digitales pour libérer les agents, je l'ai dit à l'instant, ça c'est Komoot. Gros sujet vélo, moi je suis un gros rouleur, vous arrivez dans un OT, on vous file encore un plan. Et pourquoi on vous file un plan papier? Parce qu'il n'y a que ça. Parce que les collectivités sont plutôt sur cette logique-là aujourd'hui, ça va changer, on a standardisé pas mal de choses sur les aménagements. S'il y a une application qui est disponible dans votre ville, si en plus vous la connaissez, je reviens sur la formation évidemment, vous êtes capable de dire si les aménagements cyclables de votre territoire sont sur Komoot, sur GeoVélo, sur Loupi, j'en passe et des meilleurs, ou sur Google Maps notamment. Et ça c'est vraiment intéressant. Il y a aussi évidemment des dispositifs comme vous le voyez à droite qui vous permettent d'avoir un accès digitalisé comme celui-ci qui est je crois connu, qui doit potentiellement être représenté. Bon, il faut quand même un peu les maîtriser, mais c'est aussi des choses qui permettent de libérer un peu le temps des agents et c'est des choses qu'il faut regarder vraiment de près. Dernier élément avant d'en finir là-dessus, sur décloisonner par le digital, un truc que j'ai trouvé particulièrement intéressant à Annecy, dans le Grand Annecy, c'était le fait de dire ils ont créé une page web spécifiquement sur la question des mobilités, l'été, qui s'appelle Mobilité. Et ce que je trouve vachement bien, c'est qu'au lieu d'avoir une approche où on vous dit tu as la ligne 4, la ligne 12, la machin, ce dont on n'a absolument rien à faire, et nous on est très mauvais là-dessus dans le transport parce qu'on parle aux gens comme s'ils connaissaient les réseaux, ce qui n'est pas vrai. On a dit, c'est quoi à peu près les trucs qui sont le plus demandés? Donc il y a un gros travail qui a été fait avec le tourisme et la mobilité. Les gens veulent bouger autour du lac, évidemment. La montagne, la ville, la région. Et en fait, une fois qu'on clique sur ces éléments-là, alors en plus, c'est même pas une app, hein, c'est du web, c'est hyper rapide et ça fonctionne très bien, on vous donne tout ce dont vous avez besoin. Des cartes, les lignes qui sont concernées, alors des fois il y a 2 lignes, mais ok, il y a juste les 2 lignes. C'est du plan PDF qui fonctionne très très bien. Vous savez combien ça coûte, vous savez comment vous pouvez louer un vélo, etc. etc. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant parce que là aussi, mine de rien, on est dans le décloisonnement. Et c'est des choses, même si ça c'est du web, qu'il faut à mon sens qu'on retrouve dans les OT. Dans les OT, il ne faut pas qu'on retrouve une pile de fiches horaires avec la 12, la 14 et la 7. On va en parler un peu tout à l'heure, mais c'est plutôt avoir 3 colonnes avec une colonne bus, une colonne vélo, une colonne car, par exemple. Et dedans, des choses très spécifiques qui sont éditorialisées par vous. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans cette approche-là. L'heure tourne, j'avance, et je pense qu'il y aura plein de questions et vous allez me tuer sur certains sujets. Designer. Alors, designer, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un OT, c'est un OT. Donc, ça a été fait pour être un office de tourisme. C'est normal. Donc, il y a des choses à vendre, il y a des choses où on renseigne, il y a des choses un peu immersives, etc., etc. Si demain, on veut le faire évoluer, je ne dis pas encore une fois qu'on va le modifier. Si demain, on veut aller vers les logiques de transport, il y a des choses qui sont un peu indispensables. Alors moi, j'appelle ça des fois des invariants, des fois j'appelle ça des obligations, mais je préfère l'invariant. Dans un office de tourisme, à mon sens, il faut qu'on soit équipé d'écrans qui donnent une information en temps réel sur toute l'offre de déplacement qui est à proximité. Alors vous me direz, si vous êtes au fin fond de la Creuse, vous aurez juste un autocar qui passe. C'est le sujet. Si vous êtes au fin fond de la Creuse,
que vous avez un seul autocar qui passe, d'autant plus important d'avoir son arrivée en temps réel. Alors qu'en fait, si vous êtes à la gare Saint-Jean à Bordeaux, si le tram il passe, 4 minutes après, c'est pas très très grave en soi. Donc, je remets l'église au milieu du village. C'est pas juste pour des solutions urbaines, bien au contraire. C'est aussi important si vous êtes au fin fond de la Creuse. Bon, alors on va changer. Au fin fond de la Bretagne, parce que les pauvres, la Creuse, ils en prennent à chaque fois plein la tronche. Vous êtes au fin fond de la Bretagne. La station de VLS, elle est à 750 mètres de l'office de tourisme. C'est aussi cool de le savoir. Vous acceptez ou pas de faire 750 mètres pour aller chercher votre vélo à Landerneau? C'est pas le fin fond de la Bretagne, mais c'est pas grave. Mais c'est important de le savoir. Donc c'est pas juste parce qu'on a une offre pléthorique qu'on va la mettre à disposition. Bien au contraire, ça peut servir à plein de choses. J'ai repris l'idée de Annecy. Là aussi, c'est intéressant, donner à voir le territoire en entier. Soit c'est une carte interactive, soit c'est un écran de télé, soit c'est tout ce qu'on veut, mais il faut réussir à comprendre aussi, et c'est complémentaire au reste, ce qu'est l'offre de transport et ce qu'est la carte. Moi, je suis géographe à la base. La carte, c'est absolument essentiel. C'est ce qu'on retrouve dans son Google Maps. C'est ce qu'on retrouve quand on est sur une application de guidage vélo. C'est ce qu'on retrouve quand on ouvre une carte de vélo, etc. Il faut arriver à comprendre le territoire et comment il fonctionne. Et ça, c'est complémentaire à tout ce qu'on pourrait développer. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Dans la manière de montrer les choses aussi, ça c'est Oslo, une des stations principales. C'est assez intéressant parce que là, pour le coup, on a l'aspect horaire. Donc, quelles sont les offres qui passent à proximité, le bus, le métro, le machin, etc. Et on a vraiment un zoom sur l'endroit où on se trouve, sur les sens des différentes stations, sur si on a de la trottinette en libre-service, du taxi, etc. Donc, tout ça pour dire qu'encore une fois, sur la manière d'informer aussi, il y a des choses vraiment très intéressantes qui existent. Ça, c'est un écran qui fait 4x3, donc c'est absolument immense, vous ne pouvez pas le louper. Et ça fonctionne plutôt très bien. Il y a un autre élément qui est très important, alors moi j'ai appelé ça le mobility wall, c'est un truc qu'à mon sens on pourrait mettre dans tous les OT, c'est le fait d'avoir une distinction des modes qui soit très compréhensible, qu'on arrive à décliner des univers, et après à savoir ce qu'on va mettre dedans, et c'est ce que je vous ai dit en amont. Ça c'est un petit truc à la gare de Chelles à Paris, je faisais du terrain là pour la RATP, on était tombé là-dessus, je trouvais ça pas mal. Alors c'est loin d'être parfait, mais cette agence va vous renseigner. Alors ils ont mis un code couleur pour le bus, pour la voiture, pour le train, pour le vélo. C'est loin d'être parfait, je vous le redis, mais c'est un début qui est très intéressant à mon sens. Et au moins là, si vous avez des différents opérateurs, puis l'appareil, et ensuite, boum, vous avez le QR code. Donc on n'est pas dans la perfection de l'information voyageur. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Par contre, juste déjà ce niveau-là, je trouve qu'il est intéressant. Oslo à droite, pareil, un code couleur par mode de déplacement. Ce code couleur-là, on le retrouve partout. On peut le retrouver sur des brochures touristiques, on peut le retrouver sur les différents modes de transport, on le retrouve dans les sites touristiques et dans les points d'intérêt. C'est très important quand on ne connaît pas une ville, je vous le redis par rapport à la complexité et au nombre d'offres, de savoir ce à quoi on a affaire. Vous allez à Madrid, le bus c'est bleu, le car c'est vert, le métro c'est rouge, c'est facile. Et ça derrière on peut le décliner à foison et c'est facile à faire. Là, je passe à l'extérieur. Donc, on est outdoor. Là, c'est le fait de dire quoi? L'office de tourisme est fermé. Par exemple, le Seignance, je voulais y aller l'autre jour, le samedi, c'était fermé. Ok, j'arrive devant, j'ai quoi? C'est super, j'ai un plan qui est super bien fait et qui m'indique plein de choses. Ça, c'est un truc sur lequel je bosse avec la RATP en Ile-de-France. On a designé un totem d'information voyageurs où, en fait, on va déjà, même s'il n'y a pas de personne physique présente, on va proposer des choses. Sur ce totem, il y a un dispositif de rassurance avec un numéro de téléphone, avec les secours, le machin, etc. On en a des fois besoin. Il y a un plan du quartier, il y a ici un plan qui donne accès à tous les points d'intérêt dans une limite de 10 minutes. On a au sol ce qu'on appelle du nudge qui vous amène vers les différentes lignes de bus, etc. Ce qui est plutôt cool, c'est que même s'il n'y a personne, et justement on l'a fait pour des gares un peu glauques en Ile-de-France, on s'est tapé des trucs sympas, Montfermeil, machin, etc. Vraiment les trucs glauquissimes à 23h. Et on s'est dit, mais la situation est absolument terrible parce qu'on ne sait pas comment faire. Et donc ça peut aider à donner une information quand il n'y a pas ce relais humain. C'est un exemple parmi d'autres. Là, je reviens sur la Bretagne. Question de la signalétique aussi. L'autre jour, j'étais à Saint-Georges-de-Didonne pour une mission ADS. L'office de tourisme est à 210 mètres, je pense, de la plage. Si je ne connais pas les lieux, je suis incapable de le savoir. Et c'est hyper dommage. Pourquoi, en termes de signalétique, de jalonnement, j'ai pas juste de la couleur, un panneau qui me dit « mais mon pote, la plage, elle est là ». Parce que de toute façon, on va à la plage quand on va à Saint-Georges-de-Didonne. Clairement, soit on va à la plage, soit on va dans les marais. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire comment l'office de tourisme aussi peut être au centre d'une continuité, soit vers l'espace urbain, soit vers l'espace touristique. Et en général, les offices de tourisme sont plutôt très bien placés.
Donc mettons-les en valeur dans cette logique-là de mobilité. Autre élément qui est très important, mettre l'office de tourisme au centre des choses. C'est de dire, les balades à vélo, elles démarrent à l'office de tourisme. Les balades à pied, elles démarrent à l'office de tourisme. Ça, c'est une application qui est anglaise, mais qui arrivera un jour en France, je pense, qui est géniale, qui est travaillée avec les différentes collectivités. L'idée, c'est de dire, on fait des balades qui ont un degré d'agréabilité qui est plutôt sympa en termes de bruit, en termes d'accès à des endroits où il n'y a pas de voiture, de parc, etc. Faire démarrer ce genre d'application depuis l'OT, c'est plutôt très cool. Ça devient aussi un point d'intérêt touristique. Et là, c'est toujours la même chose, c'est de dire, vous voulez vous balader à pied ? Pose mon pote, tu prends ton QR code, tu télécharges ça et tu peux y aller parce qu'en plus, moi, je les ai testés, je peux t'en parler, ça fonctionne très bien. Même chose sur la signalétique, ça c'est Montréal. L'idée, c'est de dire, depuis l'office de tourisme, je vous donne des informations qui sont intéressantes, compréhensibles par tous. Pourquoi pas avec un peu de contenu. Là, je reviens sur le fait de former. Les gens des OT peuvent être en mesure de produire des choses qui sont vraiment intéressantes. Et là, on va vous dire, le jardin botanique est à 1 km, etc., etc. Et ça, ça marche vraiment très bien. Ça fonctionne aussi sur le vélo. Les Pays-Bas, toutes les gares des Pays-Bas ont été indexées par NS Station, qui est l'opérateur des gares, comme Gare et Connexion. Et depuis toutes ces gares, vous avez des départs de balades à vélo. Et c'est super cool parce que vous pouvez vous dire, je pars en week-end avec les gamins, je fais 15 minutes de train, on a les vélos dans le train ou il y a des vélos à disposition dans les gares, on se fait la balade et on revient en train. Ça peut être exactement la même chose pour l'office de tourisme, c'est-à-dire de se dire, on se met au départ de balade, on va créer du contenu de balade à vélo, il y a plein d'opérateurs maintenant qui le font, et c'est un vrai sujet qui est très intéressant. Avant d'en finir, et c'est bien parce qu'il nous reste un quart d'heure, c'est absolument parfait. Ça, c'était un peu ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est le zoom sur le totem que je vous ai montré, sur lequel je bosse avec la RATP. C'est une sorte de mix entre Métro Minuto, sur lequel moi je bosse vachement, et une sorte de logique de rond concentrique, d'isochrone, qui nous donne des espèces de distance à pied qu'on avait mis, nous, 2, 4, 6 minutes autour d'un point. Ça, si un totem comme ça, vous le déployez devant votre OT, ça vous permet de rayonner jusqu'à 10, ça peut être 15 minutes à pied. Mais ça donne une très bonne information. Et encore une fois, là, le centre de ce truc-là pourrait être l'office de tourisme. Si l'office de tourisme est fermé, ça donne déjà un minimum d'informations aux gens qui vont l'utiliser. Derrière, sur le totem, il y avait un QR code se balader et un QR code randonnée, où on avait des départs depuis l'OT. Dernier élément, mais je ne sais pas si on a le son. Si on a le son, ça serait trop cool. Et je ne sais pas si ça va marcher aussi. C'est Londres. Alors pourquoi j'en parle? Parce que Londres, et c'est un gros sujet, les transports sont des transports qui sont iconiques. C'est-à-dire que tout le monde, même si vous n'avez pas été, connaît le bus à étage. Tout le monde connaît le taxi londonien. De plus en plus de gens connaissent les bus sur la Tamise, etc. Et post-Covid, ils ont pas mal morflé à Londres pendant le Covid. Post-Covid, ils ont relancé une petite campagne de com avec une vidéo qui est assez intéressante parce qu'il montre comment les transports font vraiment partie de l'expérience du quotidien, mais sont aussi une expérience pour les visiteurs. En gros, c'est le fait de dire l'offre de transport à Londres, elle est pour tout le monde, elle est universelle, et c'est pas juste des petites navettes qu'on va créer pour les gens qui viennent. Si la vidéo elle marche, c'est cool, sinon je vous l'aurais à minima décrite. Et c'est là qu'on va voir. Si j'appuie, ça marche? Attends, je vais aller cliquer dessus. C'est un YouTube normalement. Au pire, ça va lancer dans une fenêtre à côté et puis. Il y a Internet? Moi aussi, je pense. Si elle marche, on tente et puis sinon, on prend les questions. Une fois qu'on aura réussi à faire ça avec les réseaux de transport dans nos... Le fait de dire, on ne va pas créer des navettes. Alors je trouve que c'est pas mal en plus. Tube it, train it, bus it. Le message est vraiment intéressant. Ce message d'universalité, le fait de dire, on ne crée pas des navettes spécifiquement pour les touristes, mais c'est l'offre de transport qui est mise en tourisme et qui s'adapte aux visiteurs. C'était le message sur lequel je voulais finir. Donc j'en ai terminé à vous saouler avec mes
exemples. L'idée, c'était de vous poser plusieurs questions. Est-ce que tu veux les poser ou est-ce que tu veux que je les pose? Eh bien, écoute, moi j'ai déjà retenu que tu nous as parlé d'HLM, pour les offices tourisme, hospitalité, loisirs, mobilité. Donc je commence par hospitalité. Tu n'as pas de petit déjeuner. Mais oui, c'est vrai. Alors voilà. Du coup, si je m'en cherche, je peux pas parler. C'est une bonne Bah, chose. du coup, je vais enchaîner avec les questions. Super, tu vois, merci. c'est bien organisé. Merci beaucoup, Julien. On va prendre des questions et on va faire le lien avec les 3 entrées que tu nous as proposées. Former, décloisonner, designer. Et les questions pour démarrer, justement, c'est dans la salle, où est-ce que vous trouvez qu'il y a le plus de stratégies par où démarrer, en fait, par rapport à vos expériences, par rapport à vos réflexions du moment. Est-ce que vous êtes dans une phase de former, sensibiliser, derrière former, sensibiliser, professionnaliser, etc. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans décloisonner l'écosystème, tout ce qui est autour de la mobilité pour les usagers, et puis les instances qui bossent autour de ça sur votre territoire? Ou vous êtes plutôt dans une phase aujourd'hui de comment je design les choses, comment je fais mieux sur ma page comment venir, comment je fais mieux sur mon guide, comment je fais mieux éventuellement sur l'aménagement du territoire, mais où l'office de tourisme n'est pas forcément l'acteur principal. Donc voilà, c'est pour démarrer le débat, c'est un peu l'entrée qu'on souhaite avoir avec vous, et par rebond, quand vous prenez la parole, dire d'où vous êtes et poser la question qui va avec. C'est parti? Qui c'est qui veut se lancer? Et c'est très bon, Boilem. merci. Je t'en prie. Merci. Oui, Boilem Recas, l'office de tourisme de Bayonne. Bon, moi, je suis arrivé à Bayonne il y a peu de temps et il y a clairement une grosse problématique de transport et des projets. Tout le Pays Basque a un syndicat des mobilités qui déborde même sur le sud des Landes. Et justement, là, on a fait le constat. Alors, je suis arrivé juste avant les fêtes de Bayonne. Et les fêtes de Bayonne, c'est un gros moment de problématiques de mobilité. En plus, bon, cette année, vous savez tous qu'il y a eu des problèmes avec les chauffeurs de bus. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Et clairement, on a été complètement sous la vague, submergé par les demandes d'informations, de où est-ce que je peux acheter un billet et comment ça marche, etc. Surtout pendant cette période, pendant les fêtes, il y a une offre spéciale, en plus tarifaire, dédiée, avec des bus de nuit, etc. Et donc on a pris conscience, et nous et le syndicat des mobilités, qu'il fallait qu'on se rencontre, ce qu'on a fait, et ça a donné, naissance à tout un tas de projets, de réflexions et de travaux à venir ensemble. Et en plus, à Bayonne, il y a un projet d'ouvrir un bureau de l'office de tourisme à la gare de Bayonne, qui accueille quasiment 1 million de passagers par an. Mais sur lequel, pour l'instant, on a assez peu de connaissances de qui sont les passagers, etc. Donc on a des projets là aussi, y compris avec la SNCF, pour mieux connaître le besoin. Donc là, nous, on est vraiment dans cette phase de décloisonner, connaître les problématiques, les moyens, les projets, parce qu'il y a aussi des projets autour du vélo, portés par ce même syndicat des mobilités. Enfin, il y a pas mal de choses. Voilà. Vous allez avoir du taf à Bayonne. 3/4 des utilisateurs du TER en Nouvelle-Aquitaine sont des occasionnels. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Et donc, dans ces 3/4, il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour les loisirs ou pour le tourisme. Donc, le fait de mettre, par exemple, la gare un peu au centre de décloisonner l'espace, c'est un vrai sujet. Il y a un autre intérêt sur l'OT. Il me semble que vous êtes à un endroit stratégique où il y a une arrivée massive d'autocars et de bus, donc presque un deuxième pôle d'échange. Et là aussi, il y a évidemment que les gens viennent vous voir parce qu'ils n'ont pas d'informations dans les abribus. Et donc l'office de tourisme devient un sujet particulier. Et vous êtes aussi sur une piste cyclable. Donc de fait, vous allez être sollicité là-dessus. Donc il faut s'organiser. Juste pour rajouter un mot, effectivement, alors pour l'information, justement, dans les projets, il va y avoir prochainement une borne où les gens pourront, parce que tout le monde, on met beaucoup de choses dans les smartphones, mais il y a encore des clients qui sont en difficulté ou qui ne sont pas équipés ou qui n'ont plus de batterie, etc. Donc on va avoir une borne, et parce que le syndicat a aussi limité la production de papier et de diffusion, d'horaires et tout ça. Donc ils vont mettre des bornes, ils proposent aux offices de mettre des bornes avec possibilité d'imprimer des parcours, donc ça c'est une des choses. Alors sur la gare routière aussi, une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est, tu parlais d'hospitalité, c'est la qualité de l'accueil, de l'espace public à l'arrivée des bus de tourisme par exemple, où là dernièrement dans la ville de Bayonne, ils viennent de sucrer, de décaler un arrêt de bus en pensant uniquement au bus scolaire, sauf que c'était un arrêt qui servait au bus de tourisme pour faire de la dépose client sur un secteur de la ville, en plus où c'était complémentaire à la gare routière. Et bon, voilà, ça n'a pas été pensé, il n'y a pas eu de concertation. Donc il y a aussi des problématiques de cet ordre. C'est comment est-ce que les acteurs, la ville, les collectivités,
les services de transport et les offices de tourisme se concertent autour des problématiques spécifiques à l'accueil des visiteurs et des visiteurs touristiques notamment. D'où la nécessité de se rencontrer, en effet. Donc toi, plutôt phase de décloisonnement. Même question pour rebondir. Un peu où vous en êtes sur vos territoires, vos projets, former, designer, décloisonner. Oui. Bonjour, Marie-Emeline, Office de tourisme de Perpignan. Nous, je pense qu'on est plus dans la partie vraiment formation. Alors, de très bonnes idées, là, c'est très très chouette tout ça. Je pense qu'on a peut-être oublié de parler de quelque chose, nous, pour former, pour bien renseigner tout ça. Nous, on a le label Accueil Vélo, qui est une vraie opportunité pour renseigner parce que ça oblige à connaître. C'est une brochure téléchargeable. Ça nous oblige à avoir un kit de réparation au sein de nos offices et une information comme les bornes de réparation, tout ça. Donc voilà, vraiment, on est dans cette phase de formation et je pense qu'il faut penser... Alors, ça ne parle que du vélo, certes, mais je pense que ça fait vraiment partie des choses à dire, je pense, dans la partie formation. Voilà. Vous avez entièrement raison. Pourquoi je n'ai pas insisté sur l'accueil vélo? Parce que je ne voulais pas focaliser sur le vélo, mais clairement, ça fait partie de la formation. Ce qui serait intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on a un label. Moi, je suis vraiment sur le... Accueil trottinette. Ouais, la labellisation, je trouve que c'est un vrai sujet. Vous parlez de l'autocar. On oublie toujours l'autocar parce qu'on parle du vélo, on parle du train. On va beaucoup parler de train tout à l'heure. L'autocar, vous regardez les Espagnols, par exemple, qui ont une culture de l'autocar, et 32 millions de voyages sont faits en autocar en Espagne, parce que le réseau ferroviaire était pourri jusqu'à il y a peu, mais ils nous ont un peu doublé. Je ferme la parenthèse. Ils ont une culture de l'autocar qui fait que, par exemple, l'hospitalité pour les gens qui utilisent l'autocar, aller à la gare routière de Saint-Sébastien, juste, c'est pas loin, hein, c'est assez impressionnant. Vous pouvez faire ça dans plein de villes à Pampelune, mais même sortir du Pays Basque ou de la Navarre. Et donc là, il n'y a pas de label en fait. Et c'est là où c'est dommage. C'est-à-dire que pour le coup, sur le TER, sur le transport collectif de manière générale, là, il y a un vrai manque. Alors que c'est les modes sur lesquels on veut appuyer. Le vélo aujourd'hui, c'est génial parce que ça monte en puissance. On met un focus dessus, on met un peu d'argent, mais pas assez. Voilà, il faut aller plus loin que ça, quoi. Mais l'accueil vélo, c'est déjà une très très belle étape de franchie. Et votre territoire est super chouette. J'ai bossé aussi pas loin. J'adore. Donc on arrête de présenter d'où on vient parce qu'il n'y a que des placements de produits là. Qui veut faire sa promo? Allez. Donc Aurélia Clément, l'office de tourisme Mont-Louis-Vouvray à côté de Tours. Eh bien ça me rassure tout ça puisqu'en fait on est en train de travailler sur nos futurs locaux. On est à 50 mètres de la gare de Mont-Louis, à 100 mètres de la Loire à vélo avec un éco-compteur qui enregistre à l'année 90 000 passages vélo. Et on a prévu tout un équipement pour la réparation de vélos, pour les casiers, la recharge de vélos, que ce soit en intérieur, en extérieur, des services tels que accessibilité aux toilettes, à la douche, en 24/24. Donc je me dis que c'est bien. Je vais peut-être pousser et voir la trottinette maintenant. Voilà. Super. Et alors n'oubliez pas, vous avez une start-up française qui s'appelle GeoVélo à Tours. N'hésitez pas à les utiliser. J'ai bossé pour eux pendant un moment, c'est plus le cas, donc c'est pas du placement de produit. Deuxième sujet, faites attention à un truc qu'on a tendance à oublier. Vous êtes à 50 mètres de la gare. Souvent, c'est quand on est à 50 mètres de la gare qu'on oublie le lien. Moi, j'ai bossé sur un projet à la gare d'Andaille. Il y avait la gare Roche-Cotterêne et la gare SNCF qui sont à 80 mètres l'une de l'autre et on n'avait rien pour passer de l'une à l'autre. C'est terminé, ça a changé, mais ça, c'est un vrai gros sujet. Bossez bien avec Gare et Connexion. Je sais qu'ils sont difficiles à traire, très honnêtement, pour avoir essayé pendant des années. Mais ce lien-là, faites attention parce que ça paraît être le plus logique et peut-être que c'est celui-là que vous oublierez. Et pour le reste, c'est génial. Donc tout à l'heure, on avait un projet HLM, hôtellerie, loisirs, mobilité. Là, vous, c'est LVMH, quoi. Lieu de vie, de mobilité et d'hospitalité. Bravo, non, j'essaie de placer des trucs. Ouais, merci public. Oui, d'autres retours. Allez, on y va. Bonjour à tous, du coup je suis Céline, je représente la communauté de communes Pyrénées-Catalanes, donc station de montagne. Donc du coup je vois très bien en fait ces problématiques et arriver à y répondre, je trouve, en ville ou dans des zones plates, entre guillemets. Nous, une station de montagne, on va jusqu'à 1800 d'altitude, par exemple, Font-Romeu. Et aujourd'hui, on a vraiment une volonté, avec notamment les labels Flocon Vert, tout ça, être station de montagne, on va dire plus écolo, etc. Et en fait, de faire venir nos touristes qui viennent de Perpignan, de Toulouse, tout ça, en mobilité douce. Mais on a une réelle difficulté. Et voilà, si vous avez peut-être aussi des expériences là-dessus, ce serait très utile, quoi.
Non, mais vous êtes dans la merde. Non, non, non. Non, c'est un vrai sujet. J'ai parlé. Alors, il y a beaucoup d'exemples urbains qu'on peut réutiliser, vraiment, très honnêtement. C'est vraiment pas pour le vendre, hein, qu'on peut réutiliser sur des secteurs comme ça. Il y a un vrai sujet d'information. C'est-à-dire que des fois, par exemple, il y a une station où on pourrait monter en vélo en 15 minutes avec des VAE. Le VAE, c'est une aide considérable, hein. Enfin, ça a changé le rapport à la montagne pour les gens qui font du vélo, vraiment. Moi, ma femme, elle a un vélo électrique. On a le gamin dans la remorque. On était à Annecy il n'y a pas longtemps. On est monté sur des trucs. Jamais je l'aurais amené sans vélo électrique. Donc ça, c'est une aide fondamentale pour vous. Je dirais la même chose sur la voiture électrique. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez très bien dire, je favorise la montée sur des véhicules, on va dire, un peu plus vertueux et je leur mets à disposition des places plus proches que les autres, par exemple. Ça, c'est la question du privilège. Elle est intéressante. Attention, parce que si c'est des mecs qui arrivent avec des Tesla ou des Jaguars à 70 000 euros, le privilège, on peut... Non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet qu'on a sur les ZFE en ce moment. Donc je mets un petit bémol là-dessus. Donc l'information, c'est hyper important pour expliquer quels sont les vrais temps de trajet. Et après, vraiment, il y a un moment où il faut pousser la logique du privilège autrement, c'est-à-dire un peu la limitation. C'est dire, OK, tu veux venir en voiture, tu vas devoir faire à pied 700 ou 800 mètres. Si par contre, tu arrives en bus ou que tu arrives avec un mode de déplacement qu'on a créé, qui est un peu plus vertueux, le sujet des navettes autonomes, ou en tout cas de navettes électriques, etc., sur ces territoires-là sont vraiment bien. Il y a des stations... si vous partez en Suisse, à Zermatt et tout ça, c'est vraiment comme ça que c'était fait. Là, ça peut être intéressant. C'est de dire quel est le privilège qu'on va donner à certains par rapport à d'autres qui font des efforts pour monter. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas 50 leviers. Et après, je le redis, l'information. Vous, c'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Avant de conclure, 5 points d'éléments de synthèse qu'on a préparé un peu en checklist, comme on vous disait, moi, ça me fait clairement penser à ce que tu présentais en Learning Expedition. À un moment, comment sur cette problématique, on embarque des usagers, des personnes des offices, des personnes de la collectivité, des élus, et on a une learning expédition pour voir tous les irritants qu'il y a sur ce point central. Voilà, des démarches de design service, de design thinking qui arrivent à débloquer certaines situations. On va devoir conclure, mais il y a peut-être une dernière question, mais ça vous prendra 2 minutes de plus avant je crois qu'on vous lâche. Allez, on y va. Pas de question piège, hein. Bonjour, non, mais Émilie, je travaille au Normandie Tourisme. Je voulais juste rebondir parce qu'en fait, on a beaucoup parlé du vélo et partager juste un exemple qu'on a, nous, sur notre territoire, qui est l'exemple de Cherbourg-Cotentin. C'est une communauté d'agglo qui est hyper dynamique et en fait, ils ont vraiment déployé un réseau de bus pour aller justement sur le littoral et sur le Cotentin. Et ils ont fait appel à l'office de tourisme pour savoir un petit peu où mettre les arrêts, qu'est-ce qui était intéressant. Donc pour moi, c'était un exemple de bonne collaboration. Et là, ils nous ont fait un retour. Et en fait, la communauté d'agglo était surprise elle-même en disant, en fait, habituellement, en période estivale, on a une fréquentation de nos autocars qui est à peu près de 50%. Et là, cet été, la fréquentation s'est maintenue. Donc, clairement, voilà, la collaboration a porté ses fruits. Donc, on parle beaucoup vélo, mais je pense que ça vaut le coup aussi d'aller toquer à la porte aussi des AOM pour leur dire que voilà, on a aussi quelque chose à leur apporter et que ça peut leur être bénéfique. Je crois que c'est un des sujets de la plénière de tout à l'heure qui va compléter. Ouais, tout à fait. Mais ça fait un très bon lien avec 5 points qu'on voulait vous partager. Une idée de checklist, c'est pas absolument une réalité vraie, etc. Mais le premier point, c'est est-ce que en fait, au moins une fois par an, vous allez rencontrer le monsieur ou madame mobilité du territoire, de la Comcom, etc. En fait, c'est cette rencontre qui permet en effet de trouver des problématiques, de faire des liens. Cette logique de décloisonnement parce qu'on est des acteurs au centre de plein de sujets sur ça. Le deuxième point, c'est où on a pas mal insisté, c'est est-ce que les équipes sont formées, sensibilisées, l'écosystème est sensibilisé sur ça, justement, parce que ce feedback terrain nourrit aussi un petit peu la machine, et parfois aussi parce qu'il y a des changements d'itinéraire, d'horaire, de modalités, de plein de choses que tu nous as montrées où je ne suis pas sûr que vous êtes là, mais est-ce que les équipes sont au courant qu'il y a tout ça et que ça crée des idées, etc. Donc voilà, il y a un deuxième point sur ça pour acculturer, sensibiliser ou carrément former, être producteur d'idées.
Le troisième point, c'est cette démarche usagée en fait. Est-ce qu'on a pris le temps collectivement d'analyser les irritants autour des mobilités, et que ce soit vélo, TER, liaison, intermodalité, bus-vélo, bus-train. Il y a des lignes, donc je travaille sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a des lignes TER qui accueillent aussi des vélos, il y a des horaires ou des moments de l'année ou des moments, c'est juste impossible d'aller mettre son vélo dans des TER parce que c'est des lignes qui sont déjà archi pleines, mais c'est pas seulement l'analyse de ces irritants, c'est pas seulement justement avec juste son équipe, c'est là qu'on commence à être dans la discussion qu'il peut y avoir auprès des usagers, qu'ils soient habitants ou qu'ils soient voyageurs, comment à un moment en accueillant en focus group ou autre, en pleine saison, en offrant un petit quelque chose, on a 2-3 visiteurs avec qui on leur prend 1 heure de leur temps pour voir comment ils ont vécu la mobilité pendant leur séjour. Et du coup, ça rejoint aussi quelque chose qui se fait très peu, c'est est-ce que j'ai déjà questionné mes partenaires prestataires touristiques, hébergeurs notamment, ou autres, à comment ils sont questionnés eux, ou est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire sur ce qu'ils ont en retour de leur clientèle sur ces problématiques de mobilité. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même 80-90% des clients qu'on ne voit pas directement. Et donc la relation de discussion qu'il peut y avoir avec les prestataires hébergeurs ou autres, comment c'est un sujet, comme à l'époque il y a eu la transformation numérique, comme là tout le monde est en train de faire sur le durable, et comment la mobilité reprend les mêmes recettes d'animation, de questionnement, et qu'on met les prestataires en coproduction sur ça. Et le cinquième point, tu l'as un peu évoqué, et je pense qu'on va pas mal en parler aussi après, c'est toute cette richesse de connaissances fines, de proximité, de lien avec le monsieur, madame mobilité, mais comment on se questionne cycliquement de cette richesse, comment elle est rediffusée, schéma de diffusion d'informations ou autre, mais au-delà du comment venir bien fait sur son site, au-delà de du petit QR code dans sa brochure pour dire voilà les lignes du bus de la Comcom, où on tombe sur un site de Comcom, et absolument pas forcément designé côté usager, mais voilà comment cycliquement on re-questionne la mise à disposition de ces informations, le travail de fond qui est bien connu en Nouvelle-Aquitaine avec le Seignax, on n'a pas parlé mobilité, mais toute une dynamique de fond avec OpenStreetMap a mis en musique autrement toute la richesse d'informations qu'il peut y avoir en open data, en communauté locale qui produisait des choses, ou en connexion du coup avec les données des opérateurs de mobilité, qu'ils soient trottinette, vélo, bus, on n'a pas parlé avion, on n'en parlera pas du coup. Donc voilà, donc 5 points un peu de checklist, pour repartir un petit peu avec quelque chose, aussi en plus de toute la matière que tu as eue. Julien, un dernier mot ? Ouais, non, moi l'idée c'était de donner quelques ingrédients. Alors on peut pas tout faire, mais déjà s'il y a un tout petit truc que vous vous dites je peux le faire en rentrant, mais même le plus petit, hein, bah, c'est déjà cool en fait. Et après, il y a une liste, il y a une liste énorme, et n'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait ailleurs. Moi, enfin, je trouve que c'est le plus génial. Et bon, le terme d'irritant, on l'entend partout maintenant, mais essayez d'aller voir ce qui marche pas, quoi. Enfin, très honnêtement, c'est le premier truc à faire. Ce qui marche, on s'en fout en fait, c'est pas très intéressant. Tous les trucs qui déconnent, vous y allez et après vous essayez de dérouler là-dessus. Je pense que c'est vraiment le plus important. Voilà. Eh bien merci beaucoup.